Il chantait pour la paix et la liberté, ils ont décidé de lui écraser les doigts. Ils se saisissent de sa guitare, la brisent contre le sol et la jettent à ses pieds en ricanant. Le supplicié est à genoux et gémit de douleur. Pour ces tortionnaires, c'est un jeu hilarant. Comble de l'humiliation, il lui demande de jouer et de chanter. La scène se déroule devant une foule muette de plusieurs centaines de personnes. Mais au bout d'un moment, il se passe quelque chose. Les bourreaux fixent le supplicié, ils se sont arrêtés de rire et leur sourire cruel a disparu. Contre toute attente, l'homme à genoux ne gémit plus. Il relève la tête, fixe le public et en l'espace de quelques secondes, il va rentrer dans l'histoire. Nous sommes en 1973 à Santiago du Chili. Cet homme est un artiste de 40 ans, chanteur, metteur en scène et poète. Alors, que s'est-il passé? Comment s'est-il retrouvé sur une scène, non pas pour chanter, mais pour devenir un martyr face à l'un des régimes les plus sanguinaires qu'ait connu l'Amérique du Sud? Avant toute chose, je me présente rapidement, je m'appelle Anto, et mon truc c'est raconter des histoires. Peu importe où et quand elles se sont déroulées sur Terre, peu importe si elles finissent bien ou mal, ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand j'en apprends un peu plus sur la nature humaine. Et aujourd'hui, on va en découvrir une facette plutôt belle, mais aussi très sombre. Allez, je vous laisse avec la tragique histoire du chanteur martyr Víctor Jara. Sur ce, bon visionnage. Le Chili, le pays le plus long du globe, une nation multiculturelle et des paysages à couper le souffle. C'est dans ce décor que débute une histoire ordinaire comme on pourrait en raconter des milliards. Le genre d'histoire que j'adore écouter et raconter. Mais celle-ci est bien loin de commencer comme un conte de fées. Víctor Jara naît en 1932 à San Ignacio, une petite ville du sud, dans une famille très précaire. Son père Manuel est un ouvrier qui boit un peu trop. Sa mère Amanda est une femme d'origine mapuche qui travaille très dur pour faire vivre ses 5 enfants. De ses 2 parents, c'est elle qui sera le repère le plus important pour Víctor. Amanda joue de la guitare. Elle a l'habitude de chanter des chansons traditionnelles mapuches le soir, à la lueur d'une bougie. Et depuis tout petit, Víctor l'écoute avec une grande attention. Les mots, il ne les comprend pas tous encore, mais il ressent surtout les émotions, la beauté, l'amour, la joie et souvent la tristesse, car la vie est loin d'être facile. Un jour, alors que le jeune garçon est âgé de 7 ans, Manuel abandonne la famille du jour au lendemain, laissant Amanda dans une grande précarité. Celle-ci va alors assumer tous les enfants seuls. Ils partent tous s'installer à Santiago, la capitale, ou plus exactement en périphérie, dans un quartier assez pauvre. Pour survivre, la mère de famille lave du linge, cuisine, vend du pain sur le marché. Ses employeurs sont souvent des familles aisées qui sont très dures avec elle. Tous les soirs, Víctor voit Amanda rentrer très tard et exténuée. Ça, plus l'abandon de son père, c'en est trop pour le jeune garçon. Il en est écœuré et va développer au fond de lui un profond besoin de justice. Petit à petit, il commence à apprendre à jouer avec l'instrument de sa mère. Les premiers textes qu'il compose parlent de son histoire familiale, de son quartier, de toute la souffrance ou la beauté qui l'entoure. Malheureusement, le petit Víctor Jara n'est pas au bout de ses peines. En mars 1950, alors qu'il est âgé de seulement 17 ans, sa mère décède. Sa vie est évidemment chamboulée. Il abandonne ses études de comptabilité pour devenir prêtre, vocation qui n'en sera pas une puisqu'il abandonnera très rapidement le séminaire. Víctor effectue alors son service militaire et c'est pendant cette période qu'il va découvrir une passion qui va changer le cours de sa vie, la conduite de chars d'assaut. Non, je plaisante, il s'agit du théâtre. Une fois cette période obligatoire derrière lui, il se dépêche de s'inscrire à l'université de Santiago où il va s'épanouir comme jamais il n'avait pu le faire auparavant. Il rejoint la troupe de théâtre de l'université, commence à écrire et à chanter avec ses camarades. C'est là qu'il rencontrera sa femme, une professeure de danse et de théâtre d'origine anglaise, Joanne Turner. L'amour, l'art et le partage. Víctor vit clairement les plus belles années de sa vie. Lui qui a passé une enfance difficile, sa voix peut enfin exprimer son histoire personnelle. Et d'ailleurs, pas seulement la sienne, mais également celle de tout un peuple, à savoir les classes populaires chiliennes qui, malgré la modernisation, restent particulièrement vulnérables face à la précarité. Víctor se met à chanter, et on l'écoute, puisqu'il va devenir une figure de proue de Nueva Canción Chilena, un mouvement musical et culturel qui mêle musique folklorique traditionnelle et engagement politique. Le jeune chanteur avance, mais il n'avance pas uniquement aux côtés de ses compatriotes. Non, il fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, car en effet, nous sommes dans les années 60, une décennie marquée par des bouleversements mondiaux.
C'est la guerre du Vietnam, le mouvement hippie, la construction du mur de Berlin. On est à un point de rupture du XXe siècle, où les idées et les luttes internationales se radicalisent de tous les côtés. Ça ne va évidemment pas épargner le Chili, et notre chanteur va s'engager tout naturellement en politique. Au milieu des années 60, Victor rentre donc dans le parti communiste chilien, dont il devient rapidement l'une des têtes les plus éminentes. C'est à partir de ce moment qu'il va dédier toute son énergie dans un événement majeur sur le point de se produire. Les élections présidentielles de l'année 70. Actuellement, le président du Chili est Eduardo Frei Montalva, un démocrate chrétien modéré. Et pour tous les candidats à la présidence, qu'ils soient de gauche ou de droite, avec des idées complètement opposées, ils sont tous unanimes sur un point. Il faut du changement. Victor Jara voit cet espoir chez un homme qu'il soutient depuis quelque temps, un certain Salvador Allende. Personnage politique chevronné en tête du parti Unidad Popular, une coalition entre les partis de centre-gauche et de gauche du Chili. Redistribution des richesses, accès gratuit à la santé et l'éducation, augmentation des salaires. Il n'y a aucun doute pour Jara, le programme d'Allende représente une véritable révolution positive pour le Chili. Le 4 septembre 1970, le candidat de gauche fait face à deux autres rivaux conservateurs dans une élection à un seul tour. Allende remporte le scrutin avec 36,3% des voix. Victor est plus heureux que jamais. C'est la consécration de ce qu'il rêvait pour son pays. Concernant sa carrière personnelle, ça va littéralement le propulser. Il fera des concerts à travers tout le pays, dans des usines, des bidonvilles, des universités, puis même à l'étranger, à Cuba, en Europe et en Union soviétique. Cependant, dans la réalité, les choses ne vont pas avancer aussi facilement que prévu. Le changement radical de régime politique va entraîner une crise économique dans tout le pays, sans compter le mécontentement d'une partie de la population comprenant la bourgeoisie et la classe moyenne qui n'ont rien à gagner dans le programme socialiste. Ces détracteurs sont soutenus par les partis conservateurs, eux-mêmes soutenus par une entité encore plus puissante, le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Nous sommes dans les années 70, et quelle menace pèse sur le monde à ce moment-là? Il s'agit de la guerre froide. Ce qui signifie que la plus grande phobie des États-Unis, c'est tout ce qui ressemble de près ou de loin au communisme. Ils vont utiliser tous les moyens pour déstabiliser les gouvernements naissants qui sentent un peu trop le marxisme à leur goût. On connaît tous l'histoire de la guerre du Vietnam, où les Américains sont partis en combat frontal. Ce qu'on connaît un peu moins, ce sont les opérations par procuration, dont le principe est très simple. Soutenir et appuyer les ennemis du communisme, quels qu'ils soient. Le Chili est sans aucune ambiguïté une cible prioritaire. Dès 1970, avant même qu'Allende ne prenne ses fonctions, la CIA et des secteurs de l'armée chilienne envisagent de l'empêcher d'accéder au pouvoir par tous les moyens. L'administration de Nixon, président des États-Unis de l'époque, débloque alors un budget de 10 millions de dollars uniquement pour le problème du Chili. Entre assassinats de figures politiques par des milices d'extrême droite, tensions internes et 2 tentatives de coup d'État, le gouvernement Allende commence à se fragiliser de plus en plus. Concernant Victor, bien qu'il soit une figure d'ambassadeur culturel du pays, il reste loin de ces violences. Il continue de mener sa vie intense d'artiste engagé. Son quotidien est rythmé par les tournées. Il invite par ailleurs des artistes internationaux à Santiago, comme la chanteuse américaine Joan Baez. Plongé dans sa carrière, il vit une période d'insouciance et ne se doute pas un instant du cauchemar qui s'apprête à frapper son pays. Une horreur qui porte un visage et un nom. Le 23 août 1973, un certain Augusto Pinochet est nommé commandant en chef de l'armée chilienne par Allende. C'est un militaire de carrière qui a occupé divers postes dans les gouvernements précédents. Un homme décrit sans grande personnalité qui s'est toujours contenté de mener à bien son travail. Le président lui fait entièrement confiance et ne se doute pas un seul instant qu'il vient d'offrir un couteau à son propre meurtrier. Le 11 septembre 1973 au matin, le général Pinochet envoie plusieurs bataillons encercler le palais présidentiel. Après un ultimatum lancé par les soldats, le président refusera de se rendre. Augusto Pinochet va alors immédiatement réagir, et il ne va pas y aller de main morte. Vers midi, il ordonne à l'aviation de bombarder le bâtiment. Allende prononce alors un dernier discours à la radio, affirmant qu'il ne fuira pas et qu'il mourra en défendant son mandat. Dans l'après-midi, les soldats pénètrent dans le bâtiment et ne mettront pas longtemps à trouver le corps du président. Pinochet, opportuniste sans scrupules, a réussi à éliminer le gouvernement d'Allende. Mais son coup d'État n'est pas complètement achevé. Le peuple doit à présent comprendre à qui il faut obéir. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les terroriser et arrêter toute personnalité qui représente une forme d'espoir ou de rébellion. Le lendemain, le mercredi 12 septembre, Victor Jara est conscient de la menace qui plane sur le Chili. La veille,
il a écouté le discours d'Allende, entendu les rumeurs et constaté l'agitation militaire dans la capitale. Malgré la peur, il prend la décision de se rendre à l'université technique d'État pour un événement culturel où il est attendu. Plusieurs concerts et pièces de théâtre sont prévus. À peine quelques minutes après que Victor soit arrivé, des militaires investissent le bâtiment et organisent une rafle fulgurante. Étudiants et professeurs sont arrêtés par centaines, battus et certains même exécutés sur place. Mais celui qu'ils veulent attraper, c'est le chanteur. Car en tant qu'ambassadeur culturel du gouvernement Allende, il n'est ni plus ni moins que l'ennemi public numéro 1. Il est arrêté et emmené avec des milliers d'autres personnes au Stade Chile, un endroit qui va servir de gigantesque prison et salle de torture à ciel ouvert. Les militaires de Pinochet lui infligent des sévices corporels pendant de longues heures. Il est battu, ses doigts sont écrasés à coups de crosse de fusil. Puis il l'amène au milieu du stade. Tous les prisonniers autour de lui le reconnaissent immédiatement. Les tortionnaires le mettent alors à genoux, brisent sa guitare sur le sol et lui ordonnent de chanter. Mais ils sont loin d'imaginer que cette humiliation ultime va se retourner contre eux. Ils pensaient que Victor allait supplier, geindre ou se taire, mais contre toute attente, il se met à fredonner, et pas n'importe quoi. Il entame un chant populaire du gouvernement Allende, et au milieu de la foule de détenus terrorisés, certaines voix commencent à reprendre les paroles. La scène dure à peine 1 minute, avant que les gardiens commencent à comprendre que la situation ne leur a échappé. Frustrés, ils se mettent à crier et à frapper au hasard. Victor est tout de suite transféré dans un endroit secret. 3 jours plus tard, il est retrouvé dans un terrain vague, criblé de 44 balles au total. Est-ce qu'on peut vraiment tuer un homme quand sa voix résonne encore à travers tout un peuple? Au-delà du Chili, Yara est devenu dans le monde entier un symbole de lutte pour les droits humains et son œuvre est étudiée dans le monde entier. D'ailleurs, je l'ai découvert au lycée en cours d'espagnol. Mais concrètement, qu'en est-il du pays? Eh bien, la dictature de Pinochet va durer encore un paquet d'années, 16 ans au total, avant de s'affaiblir et d'être remplacé en 1990 par un régime démocratique. Les choses vont commencer à changer lentement mais sûrement. Grâce au combat acharné de sa femme, Joan Yara, la justice finira par s'occuper des responsables. Pinochet meurt en 2006, mais entre 2018 et 2023, 16 anciens militaires impliqués de près ou de loin dans sa mort vont être rattrapés. Beaucoup sont installés aux États-Unis, mais ça ne les empêchera pas de se faire extrader et tous seront condamnés à des peines allant de 15 à 25 ans de prison. Autant dire qu'un demi-siècle après les faits, les accusés présents à la barre ne sont plus tout jeunes et ont peu de chances de retrouver un jour la liberté. Justice a été rendue très tardivement pour Victor Yara, mais en fin de compte, son sacrifice fera de lui une légende qui est allée jusqu'au bout de son combat. Un peu comme Che Guevara finalement, sauf que pour lui, son arme n'était pas une Kalachnikov ou un lance-roquette, mais sa guitare et sa propre voix. Et c'est la fin de cette vidéo. Il est temps pour moi de m'en aller. Si vous êtes team guitare, commentez guitare. Si vous êtes team piano, commentez piano. Un grand merci et à la prochaine.